Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est toujours pour la série investisseurs agisseurs, donc tous les intervenants investisseurs agisseurs. Aujourd'hui je suis avec Vincent qui sera membre et partenaire investisseur agisseur et qui est aussi expert en colocation. Donc avant qu'il se présente, n'hésite pas à regarder dans la description si tu as envie de t'inscrire sur le programme investisseur agisseur, l'immersion de 6 mois. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description, il y aura tous les éléments, tous les descriptifs de cette immersion. Donc salut Vincent. Salut Maxence. Merci de pouvoir venir. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, comme tu l'as dit, moi c'est Vincent. J'investis dans la colocation à haut rendement. Ok. Donc j'ai 28 ans, je crois. 27 ou... Non, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, j'ai 4 appartements que j'exploite en colocation avec justement cette stratégie de colocation à haut rendement. Ouais. Et 28 ans, j'ai quitté mon taf. Il y a quelques jours? Il y a quelques un mois là. Un mois, bravo. Ouais. C'est cool. Voilà, cool. Grâce à l'immobilier. Ouais, tout à fait. Et du coup, 4 apparts, ça te fait combien de chambres à peu près à gérer? Au total, donc j'ai 12 ou 13 chambres. 12 ou 13 chambres. Attends, toi tu m'as posé une colle. J'avais compté. Bon, on va dire 12 ou 13 chambres. C'est pas mal. Attends. Ouais, j'en ai 15 en fait. 15 chambres? Ouais. Yes. Ouais, ça commence à être pas mal. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça te permet de générer combien de bénéfices, grosso modo, mensuels, grâce à ces 15 chambres? Alors, aujourd'hui, je suis sur un cash flow, donc net, hein, parce qu'on entend souvent les gens parler de cash flow brut. Ouais, tout à fait. Moi, c'est du net, donc ce qui reste après avoir payé tout. Donc, sur les 4 apparts, je suis sur à peu près entre 1700 et 2000 euros de cash flow. Ah, intéressant, ce qui fait que chaque chambre te rapporte en bénéfice plus de 100 euros du coup. Ouais. C'est chaque chambre que tu mets sur le marché, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, l'objet de cette vidéo, c'est Vincent va nous expliquer comment mettre en place une colocation à haut rendement. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par colocation à haut rendement? Est-ce que tu mets en place des choses différentes avant de la mettre en place, enfin avant que tu nous donnes toutes ces étapes? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là et comment est-ce que tu arrives à faire du haut rendement en colocation? Ok, en fait, colocation au rendement, en fait, c'est un mix entre la courte durée, donc courte durée comme toi tu peux la faire en mode haut de gamme, avec des super prestations, un truc standing en fait, et la location meublée classique. Et du coup, j'ai fait un mix avec tout ça, et je me suis positionné sur le marché de la colocation, donc que j'appelle moi haut rendement. C'est-à-dire que je vais louer des chambres, tout équipées, décorées, aménagées, avec un haut standing et avec beaucoup de prestations. C'est-à-dire que mes colocataires, ils arrivent avec leur valise, ils se posent dans l'appartement et tout est intégré dans la coloc. Donc ils n'ont pas à appeler EDF pour activer l'électricité, ils n'ont pas à appeler Bouygues pour avoir l'abonnement internet. Tout est vraiment pris en charge. Et du coup, voilà, ça permet de se démarquer du marché et d'être sur un positionnement vraiment haut de gamme. Ouais, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que tu as du haut rendement parce que tu fais du haut de gamme. Ouais. Et aussi tu arrives à beaucoup te démarquer du marché parce que c'est vrai que dans n'importe quelle ville, il y a très peu de colocations qui sont déjà toutes équipées, qui sont refaites à neuf et super bien faites. Et en plus, je crois que tu as pas mal de salles de bain dans tes chambres qui sont attenantes à des chambres. Tu as certaines colocations qui sont comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, dès que j'ai 4 chambres dans un appartement, je fais une salle de bain commune à 3 chambres. Et en général, j'essaie de faire une chambre suite en fait. D'accord, donc que tu loues un peu plus cher. Ouais, que je loue plus cher avec une salle de bain en fait intégrée à la chambre. D'accord, ok. Ouais, donc c'est super intéressant comme stratégie. Et du coup, c'est ce qui te permet de te démarquer du marché actuel où on peut trouver des colocations nues, où il n'y a pas grand chose, on va dire, et c'est aux personnes de déjà meubler tout l'appartement, donc de trouver un canapé pour les parties communes, une cuisine par exemple, ce qui était le cas de mon petit frère aussi, il a dû se débrouiller à trouver tout ça. Et en plus, tu proposes aussi le fait qu'ils n'ont même pas à ouvrir de contrat EDF ou de faire des démarches pour Bouygues, où tu fais vraiment tout pour eux. Exactement, ils n'ont même pas à prendre l'assurance habitation qui classiquement est à la charge des locataires et des colocataires. Non, ils arrivent dans l'appartement avec leur valise et tout fonctionne quoi. D'accord. Ils n'ont pas de contraintes administratives. Et du coup, quand tu cumules toutes ces prestations avec l'aménagement haut de gamme de standing
que je propose dans mes colocs, et ben, du coup ça permet de se démarquer du marché. Parce que si tu vas, je sais pas si tu as déjà testé, mais si tu vas sur des sites comme À Partager, la carte des colocs, etc., tu trouves une panoplie d'annonces où les mecs ils te prennent des photos de chambre où le lit il est pas fait, tu vois, c'est pas décoré, c'est sombre. Voilà, moi je suis vraiment sur un positionnement haut de gamme. Ok, super. Et c'est plutôt des colocations qui sont longues, moyennes, plus 9 mois, plus 2 ans, 3 ans en moyenne? En moyenne, je suis sur à peu près 9 mois, 8-9 mois. Ouais, donc c'est pour ça que tu disais un mix entre la courte durée et le meublé en coloc. Ok. 8-9 mois, mais par contre, j'ai pas que des étudiants, tu vois, parce que quand on parle de durée sur 9 mois, on assimile ça souvent à des étudiants. Ouais. Et non, j'ai un peu de tous les profils, j'ai des étudiants, j'ai des jeunes actifs. Voilà, contrairement à ce qu'on entend, la colocation, c'est pas que les étudiants, quoi. D'accord, ok, super. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous donner un plan d'action à mettre en place pour faire une colocation à haut rendement de A à Z? Donc, comment est-ce que tu fais tout de suite? Là, tu dis, demain, j'ai envie de me lancer dans une colocation à haut rendement. Quelles seront tes étapes que tu peux, du coup, préconiser dans cette vidéo? Alors, les étapes, pour moi, ça serait déjà, la base, c'est de se former pour anticiper, comment dire, visualiser l'ensemble des étapes d'un investissement immobilier. Ensuite, pour investir avec la stratégie colocation au rendement, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que la base, c'est d'établir sa propre stratégie. Où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on fait les choses. Tu vois, typiquement, moi, quand j'ai démarré, mon objectif, c'était de générer autant de cash flow que ce que j'avais en salaire. D'accord. Sur une période assez courte. Tu vois, mon objectif max c'était 3-4 ans et finalement je l'ai fait en 2 ans. Ok. Donc bien définir sa stratégie parce que derrière ça engendre aussi des sacrifices, tu vois. Voilà, investir dans l'immobilier, il faut quand même avoir une régularité dans la gestion de ses finances, etc. Donc bien mettre tout ça en place et après pour se lancer dans la colocation au rendement, c'est trouver le bon bien, cibler la bonne ville. Moi, la stratégie, ça marche dans. Je vise en fait des villes dynamiques. D'accord. Plutôt grosses, petites, moyennes? Plutôt moyennes et grosses. Ok. Tu vois, moi, mes colocs, elles sont à Marseille, j'en ai une à Rouen. J'ai des membres de ma formation qui ont fait de l'investissement à Toulouse. Il y en a qui font ça à Chambéry aussi. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est des villes assez dynamiques et qui sont dans une démarche d'évolution constante. D'accord, ok. J'évite les villes, les villes qui sont en déclin, qui chutent d'année en année. Ouais, c'est sûr. Voilà, parce que c'est pas pérenne dans le temps. D'accord. Et du coup, tu vises des moyennes et des grandes villes. Est-ce que tu vises des secteurs en particulier, le centre-ville ou plus en périphérie pour que ce soit un peu moins cher, ou proche des facultés par exemple? Est-ce que tu as des secteurs spécifiques dans chaque ville? Ouais, alors moi ce que je vise c'est en fait quand je fais mes études de marché, je regarde les centres d'intérêt en fait. Ouais. Pour moi les centres d'intérêt, ça va être comme tu dis une université, une fac, ça va être des grosses entreprises. Comme je t'ai dit, j'ai aussi des colocataires qui sont des jeunes actifs. Ça va être des zones à forte activité, par exemple des centres commerciaux, où il y a des zones où il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc. Pourquoi? Parce que ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi. Et voilà, quand tu as des zones avec des entreprises, tu vas avoir des stagiaires qui vont venir. Quand tu cibles des zones avec des facs, des universités, tu vas avoir des étudiants. Donc voilà, moi en fait quand je fais mon étude de marché, je vise ces centres d'intérêt-là. Je regarde le périmètre autour. En fait j'ai un peu une règle si tu veux. C'est 20 minutes maximum de trajet. Tout confondu, à pied, à vélo, en voiture ou quoi que ce soit. Donc 20 minutes maximum autour d'un gros centre d'intérêt. D'accord, ok. Donc autour d'une grosse fac, autour d'une zone industrielle où il y a beaucoup d'entreprises. Exactement. Après, pour répondre à ta première question, j'évite quand même d'aller en centre-ville parce que les prix sont plus élevés. Ouais. On a moins de force de négociation. D'accord. Et du coup, voilà, j'essaie quand même d'être dans des... alors, je vais pas en centre-ville parce que c'est trop élevé, mais je vais dans des quartiers qui sont en phase de transition, tu vois, qui sont en train
qui ont un programme de rénovation et qui vont dans le temps s'améliorer. Ça, c'est bien d'avoir cette stratégie, c'est aussi ce que je partage beaucoup. C'est très intéressant d'être au courant de l'urbanisme, de ce qu'il va y avoir dans quelques années, ou même dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer. Parce que par exemple, moi pour un client, on avait acheté un appartement qui donnait sur la rue La Pierre de Lyon, et je lui ai dit, dans 6 mois, ils vont casser cette rue, ils vont faire la rue la meilleure de Lyon. Donc en fait, le marché était vraiment décorrélé, ce petit marché qui donnait sur cette rue et sur cette artère principale, et du coup, le prix était vraiment bas parce qu'il y avait cette rue. Sauf que moi, j'avais dit que j'étais allé à l'urbanisme à mon client et que voilà, j'avais vu ça. Donc là, en gros, il avait pris peut-être 40% juste quand les travaux ont commencé. Parce que les gens ont commencé à voir qu'il y aura une modification. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de se dire, tu investis là où le prix de l'immo est pas cher, mais là où le quartier va commencer à être porteur et va commencer à cartonner. Quoi. Bah après, c'est ça, il ne faut pas faire comme tout le monde. Quoi, ouais, c'est ça. Parce que aller acheter des biens dans les centres-villes, des quartiers déjà prisés, forcément, ça va être pris d'assaut, il y aura énormément de gens et forcément, tu peux pas négocier les prix comme tu le voudrais. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Autre point important sur le ciblage, tu parlais de comment je trouvais une bonne affaire et tout, c'est le type de bien. Tu vois, pour que la stratégie fonctionne jusqu'au bout, c'est viser des biens anciens et faire des travaux. D'accord, donc plutôt à rénover, grosse rénovation. Complètement. D'accord, ça marche. Et comme tu parles de biens, quel type de bien tu privilégies? Est-ce que 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, tu vois? Lequel tu trouves que c'est le bon rapport qualité-prix au niveau rentabilité, au niveau taux d'occupation, voilà. Qu'est-ce que tu estimes le mieux, on va dire, le plus optimal comme bien pour la colocation? Alors, moi je pars du principe que minimum 3 chambres pour commencer à avoir une rentabilité intéressante. Donc minimum 3 chambres. Moi ce que j'ai trouvé le plus, en tout cas ce qui me correspond le mieux, c'est 4 chambres. D'accord. En termes de rapport investissement et cash flow dégagé. D'accord. Donc en surface, minimum 70 mètres carrés. Ok, pour 70 mètres, 3 chambres. Et après, plus tu montes, plus tu rajoutes des mètres carrés. Okay. Voilà, après, en termes, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose. On me pose souvent la question des charges de copropriété, parce que ça rebute beaucoup d'investisseurs quand les charges sont élevées. Et en fait, moi, tu vois, dans ma stratégie, je suis pas c'est pour ça que je dis qu'il faut bien définir sa stratégie au début. Parce que moi, je suis pas dans une stratégie de revente à court terme. D'accord. Donc moi, si les charges sont élevées, ça m'intéresse encore plus parce que ce que je regarde, c'est toutes les charges que je vais payer et le cash flow que je vais générer. Donc si j'ai des charges, même si je paie 300 € de charges, je vais exagérer les choses, 300 € de charges par mois sur un bien, mais que derrière je génère 500 ou 600 € de cash flow, ça ne me dérangera pas parce que ça me permet derrière d'optimiser la fiscalité. Oui, tout à fait. Et c'est sûr que si tu as des grosses charges et que c'est compris, enfin que tu as le chauffage qui est compris, qui est commun, ça c'est intéressant pour la coloc, surtout si c'est toi qui payes tout, enfin si tu as envie de faire du clé en main, parce que comme ça, si c'est des radiateurs électriques individuels et que les colocs mettent au taquet et que c'est toi qui payes l'électricité, tu maîtrises moins les choses. C'est vrai que tu maîtrises pas du tout, alors que quand tu sais très bien que tu as pour 100 € de chauffage mensuel et que là tu as toute ta coloc, c'est vrai que après c'est comme tu dis, c'est en fonction de ta stratégie, de ton business plan que tu fais, si ça rentre dans les clous, autant avoir des... recharge, peut-être pas 300, ça commence à faire élevé. Ouais, non, j'ai exagéré. Peut-être 200 € mais avec le chauffage, avec tout ça. Et le gros avantage, c'est que tu auras un levier de négociation en disant on doit racheter 200 € par mois de charges qui sont obligatoires. Donc c'est là où c'est vrai que c'est intéressant comme stratégie. Tu vois, ma coloc à Rouen, j'ai 230 € de charges par mois, mais pourtant je suis sur un cash flow à 500. Ouais, voilà, tu vois. Donc après, fiscalement, je m'y retrouve, tu vois, parce que là, concrètement, je ne paie pas d'impôt sur cet investissement-là pendant X années, quoi, 15-20 ans facile. Donc c'est vrai que c'est intéressant de te démarquer de la foule quoi, qui est rebutée pour des fortes charges, alors que ça peut être intéressant, parce que voilà, tu as un levier de négo, au final tu ne vas pas acheter cher, c'est ce qui te permet d'avoir une très très bonne rentabilité. En proposant en plus du client. Ok, c'est super. Donc, mais ça dépend vraiment de la stratégie. Et parce que c'est sûr que si moi j'étais dans une stratégie de revente dans 3, 4, 5 ans, ça aurait été différent. Je ne serais pas parti sur des biens comme ça. Ouais, tout à fait. Ok, donc là tu nous as donné un secteur, une typologie de biens. Maintenant en termes de financement, est-ce que tu amènes le financement d'une colocation comme une colocation à ton banquier, tu vois, avec plusieurs loyers, ou est-ce que tu te dis ok, je vais louer à une seule personne pour faciliter, on va dire, le dossier bancaire? Ce serait plutôt quoi, grosso modo? Est-ce que tu fais plusieurs en disant, là j'ai 4 chambres, j'ai loué chaque chambre 400, ou tout l'appartement X?
Non, moi maintenant quand je monte mes dossiers, j'apporte systématiquement l'analyse financière avec la stratégie colocation. D'accord. Ok. Donc, mais en fait, je fais les deux. En fait, si tu veux, parce que je veux couvrir, je veux montrer au banquier que même si je loue en meublé classique par exemple, je serai toujours autofinancé. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est meublé classique, on arrive à s'autofinancer, même si c'est tout juste. Et colocation, voilà, c'est là où on explose les rentabilités. Okay. Ouais, donc tu restes assez transparent et tu fais Ouais, quand je même les reste deux transparent. hypothèses. Rester transparent. Si tu veux, la colocation, ça commence à devenir un peu connu, ça commence à se développer. Donc, les banquiers sont quand même de plus en plus ouverts à cette stratégie locative. Ok, très bien. Bon, ça c'est top. Après, une fois que tu as eu ton financement, les travaux, du coup, on en a un peu évoqué, tu essaies de faire le maximum de chambres dans une surface donnée. Et est-ce que tu négliges le salon ou est-ce qu'à l'inverse, tu veux faire une grande pièce à vivre pour, tu vois, optimiser ça? Enfin, quelle est ta stratégie? Est-ce que ta stratégie, c'est de faire un maximum de chambres et un micro-salon? Ou est-ce que c'est de faire peut-être une chambre de moins et un séjour un petit peu plus grand? Alors, il y a deux écoles. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai testé les deux et en fait, je vais te dire que ça dépend du marché, de l'environnement où se situe ton appartement, en fait, où se situe ta coloc. Et pourquoi il y a deux écoles? Parce que si tu te trouves à 5 minutes d'une université, eh ben, le séjour, en fait, si tu veux, tu n'es pas obligé de le mettre. Après, c'est toujours bien d'avoir une... Alors, je dis séjour parce qu'il ne faut pas confondre séjour et pièce de vie commune dans une colocation parce que c'est deux choses différentes. Tu vois, là, moi j'ai une coloc avec un séjour plus une cuisine. Et j'ai une coloc où justement j'ai supprimé le séjour, mais j'ai fait une pièce de vie commune avec la cuisine en aménageant l'espace pour que ce soit un espace sympa, tu vois, pour les colocataires. Donc, il ne faut pas confondre les deux termes, merci. Et du coup, voilà, donc ça dépend du marché, ça dépend de l'environnement, où se situe ton appartement. Tu vois, moi je préconise de garder un séjour quand on est assez éloigné des centres d'intérêt, justement. D'accord. Parce que ça fait un peu. En fait, si tu veux supprimer le séjour, il faut apporter des contreparties derrière. Moi, quand j'ai supprimé le séjour dans une de mes colocs, la contrepartie, c'était que chaque chambre était super bien équipée avec une télévision par chambre, etc. C'était vraiment des espaces individuels équipés, donc un peu plus privatifs. Et la deuxième contrepartie, qui serait même plutôt en première contrepartie, c'est que les personnes seraient à 5 minutes de l'université à pied, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la contrepartie pour supprimer un séjour. Maintenant, si tu es un peu plus reculé, un peu plus éloigné d'un centre d'intérêt, que ce soit une entreprise, on disait tout à l'heure, les grosses zones d'activité, moi je préconise de garder un séjour parce que c'est quand même, être dans une coloc, la base de la coloc c'est partager. Tout à fait. Donc le fait d'avoir un beau séjour, une pièce de vie vraiment sympathique, c'est quand même la base de la colocation. Ok, super. Et maintenant pour l'exploitation du coup, parce que là les travaux on va dire qui sont faits, au niveau exploitation, est-ce que tu as des petits conseils à donner, des choses à faire attention par exemple? C'est vrai qu'on en a discuté un peu tout à l'heure, mais voilà, est-ce que tu as 2-3 petits conseils à donner pour l'exploitation, pour optimiser ça et pour être tranquille quoi, c'est vrai. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne recommande pas de passer par des agences immobilières pour gérer la colocation. Parce que les agents immobiliers ne sont pas du tout habitués à la colocation comme on pourrait l'appliquer aujourd'hui. Enfin, comme moi, je l'applique en tout cas avec la stratégie au rendement. Eux, ils sont un peu vieux jeu, tu vois, ils sont sur une méthode de location un peu, voilà, ils vont pas se prendre la tête, ils vont pas aller chercher des loyers par chambre, par locataire, etc. Ils vont faire un loyer global et forcément quand tu reviens sur un loyer global à l'appartement, tu es un peu t'es au taquet du prix que tu pourrais faire. C'est vrai. Donc, pas forcément passer par des agences immobilières. Moi, je gère mes colocs en direct et après, voilà. Moi, je suis à distance, donc c'est possible de gérer des colocs à distance. Sans être tout le temps avoir besoin de se déplacer sur place. Et voilà, il y a des stratégies qui existent, il faut mettre en place des process pour que ça fonctionne. Et tu parlais d'astuces tout à l'heure pour optimiser les choses.
Moi, je recommande, quand on fait une colocation, pour avoir une bonne colocation, c'est quand même de mettre en place un service de ménage. Ah oui, c'était ça que tu me dis, c'était très intéressant. Parce que ça permet déjà en tant que propriétaire, de garder un œil sur l'état de sa colocation. Ouais. Et puis ça permet de maintenir dans le temps la qualité du bien, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça va un peu dans ton esprit de faire du haut de gamme. C'est si tu proposes du ménage une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines par exemple. C'est vrai que les locataires vont être des locataires de qualité et vont faire attention, parce que c'était un peu la réflexion qu'on avait hier soir, où tu me disais les parties communes vont être propres. Enfin, quand je dis parties communes, c'est les pièces de vie, la cuisine, le salon, ça va être propre, et inconsciemment les gens ils vont se dire bah, ok, le salon est propre, ma chambre il faut qu'elle soit propre, enfin il faut que ça soit en relation avec le truc. Et c'est là où, comme tu me disais, tes colocs, en fait, il y a beau avoir 4 étudiants pendant 1 an, elles sont impeccables parce que ils se forcent à que ce soit propre, parce que tu as des jeunes femmes de ménage. Bon, après c'est pas une généralité, il y a des gens qui sont moins portés sur le ménage, mais en général, c'est psychologique. C'est vrai que le fait d'avoir une pièce juste à côté qui est propre, qui est nettoyée, en plus les colocataires ils savent que le service de ménage il est envoyé par le propriétaire, donc ils se disent ok, il y a quand même un peu un mode flicage, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Donc psychologiquement ça impacte beaucoup l'exploitation de la coloc. Intéressant, super. Ok. Bon c'est super, je te remercie en tout cas de ton intervention. C'est vraiment super cool. Et si vous voulez retrouver Vincent, je vais mettre son lien de ton site, enfin de ta chaîne YouTube du coup, en description, et il sera pendant Investisseur Agisseur en tant qu'intervenant. Donc je serai en live pendant plus d'1 heure, et comme ça on pourra vous mettre un plan d'action en place en live, répondre à toutes vos questions, toutes vos problématiques en live du coup. Donc n'hésite pas à regarder dans la description aussi, Investisseur Agisseur, c'est une immersion pendant 6 mois. Et sur ce, à très bientôt. Salut, ciao.